Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la deuxième édition du On a du pif et des griffes. Je vais me présenter un petit peu plus tard dans la présentation. Je voulais vraiment vous souhaiter bienvenue à l'atelier sur la marche en laisse donnée par l'équipe de J'aime ton chien. Un aperçu vraiment très rapide du plan de cours. Je vais commencer par me présenter. Ensuite, on va voir c'est quoi une belle marche en laisse, les causes d'une mauvaise marche en laisse, les risques, les problématiques fréquentes, les clés du succès pour une marche agréable, les outils qu'on peut utiliser pour promener vos chiens. Ensuite, les exercices et les démonstrations par vidéo que je vais pouvoir vous présenter. Je me présente, je m'appelle Marie Chauvette, je suis éducatrice canine et propriétaire de l'entreprise de J'aime ton chien. Pour moi, les formations en continu, c'est vraiment très important. C'est comme ça qu'on est capable de se maintenir à jour. Si on se maintient à jour, on est capable de vous offrir le meilleur de nos capacités. Je vais vraiment y aller rapidement avec mes formations. Ma première formation, ça a été à l'École des intervenants canins du Québec. Par la suite, j'ai suivi une formation pratique sur le terrain avec Mira Aubry. C'était l'ancienne propriétaire de l'entreprise. C'est vraiment avec elle que j'ai pris toute mon expérience et ma méthodologie par rapport au terrain. Le travail sur le terrain. Par la suite, j'ai suivi une conférence sur la génétique et la reproduction des chiens, une formation intensive sur la réactivité et l'agression. C'est la plus à jour qu'il y a actuellement sur le marché. Ensuite, un séminaire sur les structures et concepts avancés en entraînement. Donc, ça, c'est vraiment pour être capable de monter des plans d'entraînement spécifiques selon les objectifs qui ont été déterminés au préalable avec le client. Ensuite, un séminaire sur les stratégies de renforcement avancé. Vous allez voir là, si je vous montre dans les vidéos. Je ne sais pas si je vais vous le montrer, mais bref, quand je fais des exercices, je vais toujours aller récompenser d'une façon bien précise pour que ça vienne vraiment aider à la compréhension du chien et à augmenter soit l'efficacité, la rapidité ou la compréhension tout simplement. Donc, il y a toujours des petites façons d'aller récompenser qui vont venir influer le tout. Ensuite, un séminaire sur l'agression chez le chien, de la génétique à l'importance de la pharmacologie avec le docteur Joël Dehaas, qui est un vétérinaire comportementaliste. Un séminaire sur l'anxiété de séparation, qui a été donné par The Learn Dog, qui amène vraiment une façon très différente d'aborder le sujet, d'évaluer le sujet, un petit peu d'aller regarder tout ça. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, un séminaire sur le stress et l'anxiété. La réactivité aussi, qui a été donné par le docteur Joël Dehaas. Comment faire la différence entre tout ça et comment venir traiter, venir aider le tout. Ensuite, un séminaire sur la nutrition et le comportement qui a été donné aussi, encore une fois, par le docteur Joël Dehaas, qui est vraiment très pertinent de savoir que la nutrition peut venir vraiment créer ou venir influencer au niveau comportemental. Très logique aussi. Quand on y pense, puisque c'est notre nutrition qui va venir donner toute l'énergie qu'on a besoin et qui va venir réguler un petit peu tout ce qui se passe au niveau des hormones. Donc, très intéressant. Ensuite, un séminaire, le jeu chez le chien de A à Z, qui a été donné par de main de maître, Claudine Prudhomme et Simone Raffa. Simone Raffa qui est vraiment plus expérimentée au niveau du jeu avec le chien en entraînement. Puis Claudine Prudhomme, c'est plus au niveau du jeu entre chiens. Donc, vraiment très pertinent. Donc, on commence comme suit. Donc, une marche agréable, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une marche agréable? Il faut toujours se rappeler que chaque problématique est reliée à une perspective humaine. Donc, je vois de mes yeux que pour moi, une marche agréable, ça peut être tout simplement une marche qui est sans tension, par exemple. Que j'ai aucune tension, pas nécessairement obligatoire que le chien soit vraiment très focus sur moi. Ou ça pourrait être tout simplement d'avoir une marche avec un chien qui est extrêmement engagé, extrêmement focus, une marche un petit peu plus style marche de compétition. Donc là, c'est
un objectif, une perspective qui vient de changer également. Est-ce que pour moi, une belle marche, ça pourrait être aussi juste de pouvoir aller en sentier et de me dire que mon chien ne va pas partir après tous les écureuils qu'il voit, qui reste près de moi, qui est quand même capable de me donner de l'attention quand je lui demande. Donc, pour moi, ça pourrait être une marche optimale. Est-ce qu'au contraire, j'aimerais ça avoir un chien qui est capable de se concentrer sur moi, même s'il y a plein de distractions, avec ou sans laisse? Donc, tous ces petits éléments-là vont venir faire une différence au niveau de c'est quoi ma perspective à moi? C'est quoi pour moi une belle marche en laisse avec mon chien? En laisse, pas de laisse, c'est quoi pour moi avoir une marche agréable avec mon chien? Posez-vous la question, demandez-vous, OK, moi personnellement, c'est quoi mes attentes par rapport à la marche avec mon chien? Qu'est-ce que je veux exiger de la part de mon chien? Qu'il soit attentif, qu'il ne mette pas de tension sur la laisse, qui en mettent, mais sur commande, quand ça ne me dérange pas, ou qui restent tout simplement près de moi dans un alentour, ou simplement, je suis quelqu'un qui a plus d'exigence, je veux faire des sports de compétition, donc à ce moment-là, je veux une belle obéissance, je veux une belle marche, je veux que mon chien soit capable de se concentrer quand je lui demande. Donc vraiment, c'est de faire la distinction pour vous. C'est quoi l'important dans votre marche? C'est quoi qui va faire en sorte que votre marche va devenir agréable? Ensuite, ça va être important de venir appliquer une façon de procéder avec tout ça. Ou je voulais dire aussi par rapport à une marche agréable, qu'est-ce que c'est? Est-ce que votre chien, c'est un chien qui est réactif, qui est trop excité quand il croise d'autres personnes? Donc, quand il croise d'autres chiens, d'autres individus, est-ce qu'il a tendance à vouloir y aller? Est-ce qu'à ce moment-là, pour vous, une belle marche, ça va être tout simplement qu'il fasse abstraction de ou qu'il se concentre sur vous quand il voit quelque chose? T'sais? Donc, ça va être quelque chose qui est vraiment important à aller regarder. C'est quoi nos attentes à nous? Donc, les causes, pourquoi un chien tire? Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer sur le fait qu'un chien va avoir tendance à tirer naturellement plus qu'un autre. Donc, au niveau de la génétique, c'est sûr que si je vais, moi, en tant que propriétaire de chien, m'acheter un chien de traîneau, donc un husky, par exemple, un malamute, un chien qui est vraiment conçu, préprogrammé dans son code ADN pour faire vraiment beaucoup de sport de traction, c'est certain que ça se peut qu'il ait tendance naturellement à venir créer une tension, à venir tirer plus fort, à venir demander plus au niveau musculaire. Et c'est quelque chose qui est normal parce qu'à ce moment-là, c'est un chien qui est vraiment conçu pour ça. Si je vais adopter un chiot qui a été conçu avec deux champions de sport attelés, donc des chiens vraiment qui sont faits pour courir. Encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur match chez moi dans ma vie de tous les jours. Je cours pas tant que ça. OK? Donc, idéalement, ça va être bon d'aller aussi aider au niveau de ces comportements-là. Donc, il y a aussi de la prédation qui peut venir influer qui est une source génétique. Donc, par exemple, que votre chien tire, mais contextuellement, seulement quand tu vois un auto passer, seulement quand tu vois un chat dans la petite ruelle sombre à l'extérieur. Ça peut être seulement aussi quand il a vu un écureuil dans votre balade en forêt. Donc, tous ces petits éléments-là, ben, c'est de source génétique, c'est dans son code ADN. Ça reste que c'est un chien qui a de la prédation. Tous les chiens ont de la prédation. Donc, même si c'est un chihuahua, même si c'est un caniche, ça se peut qu'il exprime de la prédation quand tu vois un écureuil se promener ou un petit animal, ou si je pense plus aux border collies qui ont vraiment un instinct de chasse, qui vont vouloir pourchasser, rassembler, ben, ça se peut qu'ils commencent à l'exprimer avec des autos, des choses différentes aussi. Donc, il faut aller regarder un petit peu est-ce que mon chien est préprogrammé pour avoir ce type de comportement-là. Est-ce que c'est quelque chose que je vais devoir faire plus de prévention au niveau de ça quand il va être chiot? Donc, prévenir, venir créer des beaux comportements pour éviter que ces comportements-là apparaissent dans des contextes qui sont moins agréables. Si je pense par exemple à la prédation et que mon chien veut pourchasser une voiture, mais à ce moment-là, c'est pas très optimal parce qu'il y a des risques de blessures associés à tout ça. Donc, un mauvais match. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de mauvais matchs qui vont faire en sorte qu'un chien va tirer plus qu'un autre. Donc, par exemple, je pourrais penser à une personne âgée qui est allée s'acheter un Danois parce qu'elle aime beaucoup les Danois. C'est vraiment son type de chien qu'elle aime au niveau de son œil.
donc niveau esthétique. Par contre, ça se peut que ça mette beaucoup plus de tension. C'est quand même un chien qui est très fort, très lourd, donc à ce moment-là, c'est peut-être pas le meilleur match. Ou si je pense à, encore là, des gens qui aiment beaucoup jouer aux jeux vidéo, qui sont plus créatifs, qui sont vraiment des personnes plus tranquilles, qui vont moins nécessairement bouger à l'extérieur, qui savent que dans leur journée, ils vont être tellement occupés, chargés, qu'ils ne pourront pas mettre le 30 minutes, 1 heure d'exercice physique que leurs chiens ont besoin. Mais à ce moment-là, d'aller chercher un chien qui est hyperactif, ça ne sera pas le meilleur match possible. Ça se peut que quand il sorte à l'extérieur, comme il ne va pas souvent, prendre sa promenade, que ça vienne créer de la frustration, de l'excitation, puis qu'il vienne mettre une tension dans sa laisse encore plus. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être pas le meilleur match. Et tu sais, je dis les mauvais matchs, mais il y a aussi des gens qui, la santé physique ne leur permettront pas d'être capables de suffire au niveau de l'exercice physique de leur chien. Donc, c'est toutes des petits paramètres, des petites choses qu'on doit aller regarder avant de s'adapter à un chien. C'est correct si vous l'avez déjà. On va venir essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite dans les diapositives plus tard. Donc, ensuite, il peut y avoir la première cause principale. La première, actuellement, c'est des mauvaises associations qui sont induites par l'humain sans même nous en rendre compte. On induit le comportement de tirer à notre chien parce qu'on lui apprend finalement que quand on marche avec lui et qu'il met une tension, même si la tension elle est petite, on continue quand même d'avancer derrière notre chien. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au fur et à mesure, le chien comprend que quand tu tires, bien, on avance en arrière. Donc, il va répéter, recommencer ce comportement-là. Et plus il le répète, meilleur il devient. Donc, meilleur aussi, il comprend que quand il y a une tension dans la laisse, nous, on avance. Donc, quand on avance derrière, c'est comme si on lui disait « Bon chien, parce que tu tires, moi, j'avance derrière. » Au contraire, ce qu'on veut lui apprendre, c'est quand il y a une tension, bien, dorénavant, on n'avance plus. Il ne se passe plus rien. Je veux vraiment que ma laisse soit comme une banane, donc vraiment que ça soit mou. Et ensuite, je vais avancer pour lui apprendre à relâcher sa tension. Donc, vraiment, souvent, c'est induit par nous. Au lieu de lui apprendre que tout de suite, dès qu'on l'a à la maison, ben quand tu sais, on n'avance plus, on continue quand même d'avancer parce qu'on ne sait pas, puis c'est correct aussi. Donc, on va venir encore une fois voir comment on peut venir régler ces problématiques-là. Découvrir l'environnement. Donc, ça aussi, ça peut être une cause. Il y a des odeurs, il y a plein de choses qui se passent alentour. Ils sont tout le temps stimulés par l'environnement. Ça, c'est une problématique qu'on vit souvent avec nos chiens. C'est que nos chiens sont tout le temps stimulés, tandis que les animaux de zoo, ils n'ont rien d'autre à faire. Dans leur enclos, ils connaissent leur environnement par cœur. Donc, quand on vient pour les entraîner, ils vont être vraiment plus stimulés. Tandis que nos chiens sont stimulés par tout ce qu'il y a dans l'environnement. Donc, nous, on vient de perdre l'intérêt parce que tout est plus intéressant que nous. Il y a plein d'odeurs, il y a plein de choses à découvrir. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui peut venir créer la problématique de pourquoi mon chien va être un peu plus distrait, pourquoi est-ce qu'il va tirer un petit peu plus. Donc, les risques reliés aux chiens qui tirent, j'en ai quand même sorti quelques-uns parce que des fois, ça peut paraître bien banal. Mais mon chien tire, ça me fait mal dans l'avant-bras et puis c'est tout. Mais d'autres fois, ça peut être vraiment plus dangereux. Donc, surtout si je pense aux mauvais matchs. Donc, par exemple, les chutes de risque et de blessures. Donc, ça peut être autant pour le chien que pour l'humain. Si je pense aux mauvais matchs, bien, autant que, par exemple, j'ai un chien qui veut faire de la prédation et c'est une personne âgée qui l'a, par exemple, ou que sa santé physique est plus difficile, donc la personne a des douleurs quelconques, ça se peut que, fort bien, que quand le chien va se mettre à tirer, que la personne ne s'y attende pas, qu'il soit en pleine course, l'échappe la laisse, la personne tombe, se blesse, le chien se fait frapper par une voiture, par exemple. Donc, vraiment, ça peut être autant pour le chien que pour l'humain. Oui, il pourrait avoir des chutes parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui n'est pas assez fort pour retenir son chien. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des nouvelles mesures de sécurité qui ont sorti là, avec les harnais, les coups obligatoires. Donc, on va y revenir plus tard. Donc, vraiment, chute et risque de blessure, c'est vraiment problématique. Donc, c'est ça. Il y a aussi les risques d'accidents graves. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un échappe la laisse,
le chien se fait frapper par une voiture, bam, ben, ça peut être vraiment mortel aussi. Donc, les incidents non désirés entre les chiens, encore une fois, vous avez un chien qui est peut-être plus réactif ou qui est super excité, qui adore les autres chiens, il voit un autre chien, court vers le chien, vous échappez la laisse. C'est peut-être l'autre chien que lui, il n'est pas super à l'aise avec les autres chiens. Peut-être qu'il va arriver une bagarre éventuellement à un moment donné entre tout ça. Donc, il peut y avoir aussi un chien qui fait de la prédation, un enfant part à courir, vous échappez la laisse parce que vous n'avez aucun contrôle sur votre chien, il part à courir, un peu comme dans l'image juste ici, et bam, mord le mollet de l'enfant. Donc, il peut y avoir aussi des morsures réelles qui se produisent avec les humains. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, on pourrait avoir un chien qu'on pense qu'il adore les humains, on le laisse aller voir l'humain, mais finalement, le chien était en réaction, non pas parce qu'il était excité, mais parce qu'il avait peur de l'humain, arrive face au monsieur qui mesure 6 pieds, pèse 260 livres. Le monsieur ne connaît pas trop le langage canin, se penche pour flatter le chien tombe dans la peur, ne prend pas conscience qu'il peut se distancer et arrive une morsure qui est non désirée. Donc, c'est vraiment tout plein d'incidents qui peuvent arriver comme ça quand on n'a pas de contrôle sur notre chien en laisse, dehors de notre promenade. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un bon contrôle sur son chien en tout temps parce que c'est une question de sécurité publique. C'est pas nécessairement juste une question de moi, personnellement, je veux que mon chien marche bien en laisse. C'est une question aussi d'avoir un contrôle sur notre chien. C'est une question d'avoir un rôle à jouer dans la société et de vraiment être conscient qu'il y a des risques associés à un mauvais contrôle de notre chien lors de la marche. Donc, les problématiques lors de la marche en laisse, souvent, ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui se passe au niveau de la marche en laisse, il va y avoir de la tension. Donc, le chien, il nous tire. Il peut y avoir de la réactivité aussi. Il peut y avoir un chien qui est super excité et que ça se transforme en réactivité éventuellement aussi. Ça, c'est probable. Il peut y avoir un manque d'attention envers son propriétaire. Donc, vraiment, le chien est concentré sur tout l'intéresse, mis à part son propriétaire. Donc ça peut être une petite problématique aussi qui peut ressortir, qui est récurrente. Il peut y avoir aussi une problématique de pourchasse, comme je vous disais, avec les patrons moteurs de prédation. Il peut y avoir une problématique au niveau du manque de motivation. Donc, le chien n'est pas assez motivé de vouloir travailler avec nous. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut venir un petit peu venir travailler, venir essayer d'aider, d'avoir la bonne source de motivation. Si vous emmenez, par exemple, des croquettes à votre chien puis qu'il n'est pas capable de vous accorder de l'attention parce que l'environnement est trop riche, mais essayez quelque chose qu'il adore à la place. Donc, vraiment, trouver la bonne motivation. Puis pas parce que vous avez essayé un truc que ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est d'essayer plusieurs petites choses. Okay? Ils ont toutes des motivations différentes. Mon chien, c'est quand même des chiens uniques en son genre. Donc, vraiment, on va aller regarder un petit peu. Bon, OK, le foie séché, ça ne fonctionne pas. Est-ce que des saucisses hot dog, ça peut fonctionner? Est-ce que tel type de viande bouillie, par exemple, ça pourrait fonctionner? Donc, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui pourrait venir chercher un petit peu plus sa motivation. Donc, il peut y avoir aussi un environnement qui est trop riche en distractions. Je vous ai mis dans l'image juste ici plein de chiens qui sont en train de jouer ensemble. Donc, si je passe près du parc à chiens avec mon chien qui débute une belle marche en laisse, ça se peut que ça ne fonctionne pas parce que ma distraction est trop riche. Donc, je dois commencer dans un environnement qui est plus pauvre, moins de distraction pour venir commencer à avoir une belle fondation tout d'abord. Donc, les clés du succès pour une belle marche en laisse. Donc, comme je vous le disais juste avant, dans la diapositive précédente, il faut commencer à bâtir une bonne fondation. Donc, des beaux comportements, parfaitement, on les veut en acquisition, sans distraction autour. Si je commence à apprendre des beaux comportements à mon chien, donc créer une belle fondation dans un environnement qui a plein de choses alentour, ça ne fonctionnera pas. On commence avec un endroit qui est calme, il n'y a pas trop d'odeur, pas trop de distraction pour commencer vraiment à créer un beau comportement,
montrer à notre chien c'est quoi qu'on veut comme comportement ultimement. Et ensuite, boum, on commence à augmenter graduellement le niveau de distraction. On va venir intégrer aussi l'exercice dans divers environnements. Donc, un coup que mon chien commence à comprendre c'est quoi l'exercice, bien, c'est mon rôle en tant que propriétaire de chien de l'emmener dans plein d'endroits différents. Pourquoi? Parce que le chien généralise pas bien. Donc, je dois, moi, lui apprendre que ce comportement-là, il doit le produire dans plein d'environnements différents pour qu'il soit capable de le produire rapidement et de le comprendre dans plein d'environnements. Parce que si vous le pratiquez qu'à la maison ou qu'au cours de groupe, dans le local, par exemple, c'est acquis pour votre chien que c'est que dans ces environnements-là qu'il doit produire le comportement. Donc, si vous l'amenez, par exemple, l'entraîner dans les stationnements du IGA, que vous l'emmenez, l'entraîner près du parc à chiens, mais assez éloigné pour qu'il ne soit pas trop distrait, que vous l'emmenez travailler dans des cours de groupe, que vous l'emmenez travailler dans un parc naturel, que vous l'emmenez dans un parc où est-ce qu'il y a des enfants qui jouent. Donc, tout ça va venir influencer au niveau de sa généralisation et après ça, il va être capable de produire le comportement partout. Faites de courtes séances. Plus vous allez faire des petites séances, mais souvent dans la journée, plus ça va être bénéfique pour votre chien. OK? Idéalement, ce qu'on veut, c'est que vous arrêtiez toujours sur la même note. Si vous faites des trop longues séances, donc vous vous dites, ben moi, j'ai 1 heure pour aller prendre une marche avec mon chien et vous l'entraînez pendant 1 heure de temps, ça se peut qu'il soit saturé puis qu'il commence à moins trouver ça le fun d'aller marcher pendant 1 heure. OK? Donc, faites de petites séances pour commencer et graduellement, vous augmenterez la durée de vos séances. Ce qu'on veut, c'est qu'il trouve l'entraînement le fun, on veut le garder motivé et on veut vraiment arrêter toujours sur la meilleure note possible. Donc, par exemple, ça fait 5 minutes qu'il me donne une marche super bonne, pas de tension. Bien, faites-y un petit break. OK, on le libère et on joue un petit peu, on fait une petite pause de jeu, ça va aller relâcher toutes les tensions et ensuite, boum, on recommence et on entraîne un petit peu. Donc, vraiment, plus de petites séances, on fait des petites pauses pour diminuer le stress parce que oui, du stress en entraînement, il va en avoir. Donc, on veut vraiment juste venir faire un petit shutdown, ça va bien et on recommence. OK? Donc, vraiment, petite séance, souvent dans la journée, on arrête sur la meilleure note possible. Ça va vraiment aider à ce que votre chien trouve ça le fun avec la motivation de le faire et ait envie de le faire aussi. Faites des pratiques régulièrement, OK? Pas 1 fois par semaine, je m'en vais marcher avec mon chien. Si vous voulez des résultats optimaux, faites-le plein de petites pratiques souvent. Plus vous allez pratiquer, plus ça va être bénéfique, plus vous allez voir de résultats. La constance, c'est non négligeable. Si vous voulez un entraînement qui fonctionne, qui va bien, il faut le faire à chaque fois, pas 1 fois de temps en temps. Pas, ah, OK, là aujourd'hui, je suis avec mes amis, ça ne me tente pas d'entraîner ça. Si vous faites ça, puis que vous n'êtes pas constant en entraînement, vous allez voir du progrès, vous en aurez plus. Progrès, vous en aurez plus. Progrès, vous en aurez plus. Dorénavant, là, quand vous allez travailler votre chien, vous allez prendre une marche, vous allez travailler votre chien à 100% du temps. Si vous savez que vous ne serez pas capable, utilisez un point de pression différent. OK? Donc, ici, juste en bas, je vous ai marqué changer de point de pression au besoin. C'est que les chiens ils ont 3 points de pression. Au niveau du museau, au niveau du cou, au niveau du thorax, du poitrail. OK? Donc, si vous le savez que votre niveau de pression au niveau du cou, donc le collier, il est brûlé. Donc, ça veut dire que ça fait longtemps là, que votre chien il tire sur le collier, il ne sert plus à rien. Vous pouvez toujours l'utiliser et l'attacher sur le collier si ça ne vous tente plus ou si vous êtes pressé. Et gardez votre point de pression au niveau du poitrail, donc le harnais idéalement attaché en avant. On va y revenir dans mes diapositives plus tard. Que le harnais, bien, quand que monsieur est attaché sur le harnais, monsieur ou madame est attaché sur le harnais, bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne doit jamais, jamais, jamais avoir de tension. Donc, quand je dis monsieur, madame, je parle de votre chien, hein? On s'entend là-dessus. Mais bref, on va vraiment venir faire une distinction. Sur le collier, fais ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Sur le harnais, par exemple, on entraîne très, très fort. Le chien va être capable de faire la distinction. OK? Donc, c'est vraiment ça qui est le plus important. Si ça ne vous tente pas, vous n'êtes pas dans le monde de le faire, attachez-le sur un point de pression qui est déjà brûlé. Si vous voulez, au contraire, préserver votre entraînement,
vous êtes dans un bon état d'esprit pour entraîner votre chien, bien à ce moment-là, on peut l'attacher sur l'outil qui va être vraiment utilisé pour une belle marche. Mais vraiment, la constance, c'est non négligeable. Ensuite, les outils. Donc, il ne faut pas oublier que tous les outils que je vous montre, là, les outils, un outil pour la marche, ça sert à quoi? Ça sert à retenir votre chien uniquement. Donc, ce n'est pas parce que je lui mets un outil X que ça va régler mon problème. Non. Je lui mets un outil, mais je suis consciente que c'est que pour m'aider à le retenir, c'est que pour m'aider à entraîner ce comportement-là. OK? C'est pas ça qui va faire la job. Ensuite, on va venir entraîner les bons comportements. Donc, les outils que je vais vous présenter aujourd'hui, il va y avoir le licou, le harnais, le collier, la laisse, le choker, le collier à pic. Donc, vous allez voir un petit peu mes opinions, où je me situe par rapport à tous ces outils-là qui existent. Donc, premièrement, le licou, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça s'appelle aussi le halti. Donc, c'est juste ça ici, la bande noire qui est attachée. Et juste ici, là, vous voyez, il y a une attache. C'est que quand le chien va venir faire une tension, ici, l'anneau va venir se resserrer et va venir créer un point de pression au niveau du museau. Et en fait, ça va rediriger la tête du chien, OK? Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que oui, le licou, c'est un outil qui va vraiment aider pour, au niveau de l'apprentissage de la marche en laisse, sauf que ça demande un entraînement au préalable, un entraînement qui est long. Souvent, les chiens n'aiment pas porter le licou parce que ça vient créer un petit point sensible au niveau du museau. Ils n'aiment pas ça. Souvent, ils vont essayer de se l'enlever tout le temps. Donc, ça fait en sorte que c'est pas une marche qui est agréable pour le chien. Finalement, on ne marche pas pour lui, on marche pour nous. Lui, il n'a plus de plaisir à marcher. Il y a aussi un risque de blessure qui est associé avec cet outil-là. Si, par exemple, vous l'avez mis à votre chien et l'entraînement au préalable n'est pas parfait ou n'a pas été fait du tout et que vous allez marcher avec votre chien, ça se peut que les premiers temps, il ne tire pas parce qu'il y a un effet d'inhibition aussi. Ça veut dire que le chien est un petit peu gêné, il est comme pas à l'aise, puis ça fait en sorte qu'il ne va pas tirer tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Donc, à ce moment-là, s'il commence à tirer, ou si, par exemple, c'est un chien qui fait de la prédation et qui voit un écureuil partir à courir, ça se peut que pour lui, pouf, la switch, le petit piton prédation, patron moteur, automatique, s'enclenche et qui se mettent à tirer quand même. Et à ce moment-là, ben, un impact, comme c'est attaché au niveau de la tête, la cervicale, ça peut venir vraiment blesser le chien, là. Donc, si l'entraînement au préalable n'est pas parfaite, je ne vous conseille pas d'utiliser un licou. Ensuite, le harnais, c'est beaucoup plus confortable, ça va être beaucoup plus facile d'apprendre à votre chien à aimer porter cet outil-là. Habituellement, on peut leur mettre, puis il n'y a pas de problème. C'est vraiment rare qu'ils vont avoir une réaction. Souvent, ça va être plus les chiens qui ont vraiment une sensibilité là, au niveau des manipulations qui vont moins aimer ça. Mais à ce moment-là, on peut venir travailler dessus. Ça va être beaucoup plus rapide comme entraînement qu'au niveau du licou. Est-ce que je conseille qu'il soit attaché devant ou en arrière? Bien, habituellement, je conseille vraiment que ce soit un type, si vous avez un gros chien, un type de harnais comme ça ici. OK? Donc, ça s'appelle un harnais Easy Walk. Sur la photo, il est beaucoup trop lousse, par contre. OK? Mais ce que ça fait, c'est qu'ici, il y a un anneau dans le milieu. Ici, je l'aurais attaché un petit peu plus serré et attaché devant. Pourquoi? Parce que quand le chien va mettre une tension, bien, ça va venir tirer l'anneau. L'anneau va venir créer encore plus le point de pression et ça va venir rediriger le poitrail de l'animal vers le côté. Donc, il n'y aura pas toute sa force pour tirer vers l'avant, ce qui va être vraiment plus facile de venir le retenir. Dans le cas que c'est un chien qui est vraiment, qui tire vraiment fort. Donc, sinon, attaché derrière, on peut venir l'entraîner quand même, sauf que faut que vous soyez au courant qu'il y a un harnais comme le beau petit rose ici, qui est attaché en arrière. Il n'y a rien de plus confortable sur terre pour tirer. Donc, à ce moment-là, watch out parce que ça va être plus facile, ça va être plus difficile de venir enlever l'effet de tirer. Mais si par contre, vous voulez entraîner une belle marche au collier et avec un chien de moins de 20 kg, vous pouvez l'attacher au collier, sinon c'est obligatoire un harnais ou un licou pour ceux de plus de 20 kg, donc 44 livres. Mais si vous venez l'attacher en arrière,
c'est ça. Ça se fait quand même, mais ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile que si je viens l'attacher en avant au niveau de la traction. Si par contre, vos objectifs à vous, c'est de venir entraîner votre chien avec de la traction. Donc, par exemple, vous voulez faire du canicross, vous voulez faire des sports de traction, votre chien court avec vous quand vous faites de la bicyclette, des trucs comme ça. Donc, à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est plus d'aller avec un harnais vraiment conçu pour la traction. Donc, si vous voulez un harnais pour faire des sports d'attelage, à ce moment-là, allez-y avec des harnais plus Winterson Sport ou, voyons, c'est quoi l'autre marque déjà? Naak. Donc, soit les harnais type Naak ou les Winterson. C'est vraiment deux harnais que j'aime beaucoup, qui sont vraiment conçus exprès pour ça. Dans le fond, je ne conseille pas les harnais comme ceci ou comme ceci si vous voulez faire de la traction. Pourquoi? Parce que ceux-là passent vraiment directement en dessous de l'aisselle. Quand votre chien va venir tirer, traction, les muscles vont s'engager, ça va venir créer encore plus de frottement et ça va blesser littéralement votre chien en dessous des pattes. Donc, on veut vraiment quelque chose qui dégage, qui est conçu pour ça. Donc, allez-y avec le harnais spécifique pour la traction. Pas parce que vous faites un sport d'attelage que votre chien va nécessairement commencer à tirer quand vous allez marcher. Il va être capable de faire la distinction si vos outils sont différents. Donc, si je lui mets un Easy Wall comme ça pour aller marcher et que je lui mets un harnais de course pour quand on va faire du sport d'attelage, donc du canicross, bien à ce moment-là, mon chien est capable de faire la distinction entre les deux. Le collier, idéalement, on ne veut pas des colliers de type martingale. Donc, les martingales, c'est ceux qui, ça ressemble à des colliers normaux, sauf que quand on les attache, les deux tissus se serrent. Donc, ça vient étrangler le chien s'il met trop de tension. C'est pas ça qu'on veut. Souvent, le collier, ça va être le premier accessoire qui va être brûlé. Donc, que le chien, ça fait tellement longtemps qu'il tire avec ça que ça peut être difficile de venir retravailler dessus. Donc, idéalement, ce qu'on veut, c'est de venir travailler avec un point de pression qui est neuf. Donc, si ça fait longtemps que vous promenez votre chien avec un collier et que le point de pression il est brûlé, bien, à ce moment-là, je vous conseille d'y aller plus avec un harnais. Mais ce qui est le fun aussi, que si votre point de pression il est brûlé, si vous avez un imprévu dans la journée et que vous avez commencé un bel entraînement avec le harnais, bien, vous pouvez simplement switcher sur le collier. Okay? Donc, par exemple, je prends un exemple, je me fais appeler par la garderie. Mon fils s'est cassé la marboulette dans les jeux. Et là, je dois aller à l'hôpital avec lui. Si j'ai 30 minutes à faire de marche pour revenir chez moi, ça se peut que je fasse fuck off mon entraînement et on s'en va à la maison, tu sais, pour aller rapidement à mon urgence. Ce qui peut être le fun, si je pars avec mon collier et mon harnais, c'est que je l'attache sur le collier et fuck off. Il est déjà brûlé, c'est pas grave. OK? Donc, je ne viens pas scraper mon entraînement. Donc, ça peut être un point positif, un avantage. Et le collier, il ne faut pas oublier que c'est légal pour les chiens de moins de 20 kg uniquement, donc 44 livres. La laisse, idéalement, entre 5 et 6 pieds, on veut une laisse bien normale, pas rétractable, parce que des fois, vous allez être mêlé avec vos pitons, vos récompenses, vos ci, vos ça. Donc, idéalement, pas rétractable. Je trouve que c'est plus simple pour tout le monde. Les outils coercitifs, donc choker, collier à pic, collier électronique et tout ça, c'est un non, 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 non. Pourquoi? Parce que souvent, c'est trop mal utilisé. Donc, puis ça cause aussi de la douleur au chien, même si les gens qui l'utilisent aiment bien dire que non. Donc, si le chien arrête de faire les comportements qui les dérangent, c'est bel et bien parce que, oui, il y a une douleur qui est associée à tout ça. Et ça va aussi créer de mauvaises associations. Donc, à court terme, vous allez voir un changement. À long terme, vous allez voir plein de problématiques apparaître parce que, nécessairement, de la façon que ça fonctionne, donc, coercitif, c'est avec la punition un petit peu plus. C'est que la façon que ça fonctionne, un chien, c'est que quand il arrive une douleur, donc, par exemple, je choque l'animal, je lui donne un coup, ce qu'il va comprendre, c'est qu'il va prendre en screenshot qu'est-ce qu'il y avait dans l'environnement devant lui. Donc, par exemple, que j'ai un chien qui est excité à la vue des autres chiens, bien, il me tire beaucoup en laisse quand il voit un autre chien et j'arrête pas de donner des coups. Bien, à ce moment-là, tout ce qu'il fait comme association, c'est que je vois un chien, un humain, douleur. Un humain, un chien, douleur. Un humain, un chien, douleur. Donc, éventuellement, ça se peut qu'il commence à être réactif et qu'il aime moins être en présence des autres chiens
et des humains parce qu'à chaque fois, il y a une mauvaise association dans le contexte de promenade. Donc, on est rendu à la partie un petit peu plus au niveau des exercices. Donc, j'espère que vous allez bien comprendre. Vous devriez. J'ai arrangé mon ordinateur pour ça. Donc, ici, c'est l'exercice du stop and go. Donc, mon chien est toujours un petit peu frustré en laisse. Le but de l'exercice, c'est qu'à chaque fois que le chien met une tension, on arrête. Et je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait une tension, je sais qu'il va en avoir une. Donc, dès que je vois qu'il prend de l'avance, je m'arrête. Les premières fois, c'est long avant qu'il revienne, OK? Mais on veut vraiment attendre qu'il relâche la tension de lui-même pour qu'éventuellement, il comprenne que quand il y a une tension, on n'avance plus. Donc, ce que je veux, c'est vraiment une belle banane. Pas de tension. Parfait. Donc, je n'ai pas arrêté. On voit que c'est plus difficile quand je m'en vais vers la rue. Plus ça va, plus il commence à comprendre qu'est-ce que je veux. Donc, quand il n'y a pas de tension, j'arrête d'arrêter. Donc, vraiment, ça commence à être une marche plus agréable. C'est quelque chose qui est long à entraîner puis qui demande de la patience parce que des fois, ça peut prendre plusieurs minutes les premières fois qu'on le pratique avec notre chien. Mais plus ça va, plus c'est facile et c'est agréable. Et il revient rapidement. Donc, voilà pour l'exercice numéro 1. Ça s'appelle le Stop and Go. Donc, l'exercice numéro 2, ça va être vraiment super important d'apprendre à vos chiens à bien effectuer un retour au pied. Donc, j'ai choisi 4 exercices pour le retour au pied. Il faut savoir qu'il en existe beaucoup plus que ça, étape par étape. Donc, si vous vous inscrivez sur mon cours directement dans mon site web, donc dans l'onglet formation, il y a un cours sur l'obéissance de base. Donc, toutes les étapes sont indiquées, étape par étape, comment est-ce qu'on fait pour éliminer la nourriture, comment est-ce qu'on fait pour venir introduire notre commande verbale pour vraiment que ça soit efficace. Et ensuite, on intègre le focus. Donc, je vais vraiment vous montrer un petit peu basique. Donc, la théorie, l'étape numéro 1, comment on fait pour apprendre le retour au pied. Et ensuite, vous allez voir le retour au pied final, le retour au pied avec du focus. Et par la suite, on va passer à l'exercice numéro 3. Pourquoi l'exercice numéro 2 du retour au pied est vraiment très important? Parce que quand vous allez faire de la marche, donc idéalement, on va essayer de le positionner le chien dans une position statique, donc assis à côté de nous. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est que le chien soit capable de rester à côté de nous, concentré, engagé avant de marcher. Parce que si je n'ai pas un chien qui est capable d'être assis, engagé, je ne serai pas capable de marcher avec le chien. Donc, je veux vraiment un chien qui est capable de se concentrer et ensuite, je vais intégrer un petit peu plus de difficulté, soit intégrer de la marche. Donc, voici les vidéos. Donc, le retour au pied, j'espère que vous êtes prêts. On va pratiquer des petits pas de danse. On va faire une petite coordination ensemble. Donc, c'est pas évident les premières fois qu'on pratique le retour au pied. Un coup, vous savez comment faire, que vous avez pris votre façon de faire, ça va beaucoup mieux. Il faut vraiment juste faire attention à comment on se positionne au début pour que ça aille bien. Donc, je vous le montre sans avoir mon chien à côté parce qu'il y a vraiment des petits trucs que vous devez aller regarder. Ça va être plus facile si je n'ai pas mon chien dans les jambes. Donc, ce que vous allez faire, c'est la technique du leurre en action. La paume vers le haut que vous allez placer juste en dessous du museau du nez de votre chien et que vous allez venir faire une demi-loupe avec votre bras de l'extérieur vers l'intérieur. Mais vous allez aussi également venir vous aider avec votre jambe.
Parce que si je ne recule pas ma jambe, donc je reste les deux pieds ancrés au sol, quand je vais essayer de le faire tourner, je n'ai pas beaucoup de jeu, je suis mal positionnée, on voit que je ne prends pas une bonne position corporelle, c'est pas ergonomique. Tandis que si je viens m'aider avec ma jambe, donc je recule ma jambe, je viens vraiment positionner le dos droit dans une position ergonomique sans me blesser et je viens avoir plus d'espace à l'arrière aussi pour bien faire tourner mon chien. Donc, ça, c'était pour l'exercice numéro 1. Donc, juste vous expliquer un petit peu comment on va venir procéder au retour au pied. Donc, vous voyez que les vidéos ont été faites presque en même temps, hein? Mon chien. OK? Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais côté. Choisissez le côté que vous voulez que votre chien marche. C'est pas grave si c'est à droite. Si vous voulez faire des sports de compétition ou des choses un petit peu plus pointilleuses, allez-y avec le traditionnel gauche. Donc, allez-y vraiment comme vous êtes à l'aise. Moi, pour ma part, ça va être à gauche. Donc, si c'est à droite, c'est simplement la même chose, mais à droite. OK? Donc, je pars avec mon chien, la garde juste en dessous du museau. Je la descends un petit peu en dessous du museau. Si vous avez des petits chiens, il faut quand même descendre pour que la garde soit en dessous du museau. OK? Pour qu'il ait tendance à suivre facilement. Si c'est trop haut, surtout pour un petit chien, on se met à sauter. C'est pas ça qu'on veut leur apprendre. On veut leur apprendre à faire le mouvement doucement. Donc, des mouvements très lents pour commencer. On fait tourner le chien. Quand il est rendu à peu près à ma jambe, je ramène ma jambe. Je ramène mon chien. Quand je le pratique à répétition, c'est pas lui que je replace, c'est moi. Je m'en vais devant lui et je le répète encore une fois. En dessous du museau, mouvement très lent, jambe qui recule, ramène ma jambe, ramène le chien. Si votre chien n'aime pas cette position-là, il n'est pas confortable, vous n'êtes pas obligé de lui demander de s'asseoir quand il arrive en position au pied. On peut tout simplement commencer à venir juste l'habituer à faire ce type, puis là, on viendra plus tard pour venir le faire asseoir, tout simplement. Plus ça va, plus mon chien commence à être fluide, plus je vais commencer à l'exécuter un petit peu plus rapidement. Plus ça va, plus je veux commencer aussi éventuellement à raccourcir mes mouvements. Je fais des mouvements très grands. Je vais venir commencer à faire des mouvements un petit peu moins grands. Donc, pratiquez vraiment ce circuit-là. Quand votre circuit commence à être assez fluide, votre chien commence à bien suivre. Donc, voici pour les deux premiers exercices que je voulais vous montrer. Donc, là, on s'en va à l'exercice numéro 3. Dans le fond, pas l'exercice numéro 3, mais le retour au pied, mais final. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ça devrait ressembler, votre retour au pied. L'étape numéro 3 pour le retour au pied, ce qu'on va vouloir faire, c'est de venir introduire notre commande verbale, encore une fois, et commencer à vraiment raccourcir, enlever, éliminer toute notre gestuelle qu'on fait aussi pour venir l'aider. N'oubliez pas, quand on introduit notre commande verbale, on vient de dire avant, on attend et on vient effectuer le gestuel pour qu'il soit capable de comprendre un peu où on s'en va et qu'il soit capable de bien l'associer aussi. Donc, je vais envoyer mon chien un petit peu plus loin parce que je veux le faire en action. OK! Et je le fais sans nourriture. Je viens d'aider. Je récompense. Encore une fois. OK! OK! On va passer et c'est tout. OK! OK! Plus ça va, moins vous allez avoir besoin de bouger pour rester immobile. Votre chien va comprendre vraiment qu'il doit se positionner à cet endroit-là. OK! Donc, une fois que votre commande est acquise,
Et ensuite, on va vouloir commencer à intégrer du focus parce que le focus, c'est vraiment très important. Même si vous ne voulez pas nécessairement que votre chien vous regarde toujours comme ça, c'est toujours utile qu'en cas de besoin, il sache un petit peu où venir chercher sa sécurité, où venir se rediriger. Donc, vraiment très, très pratique de commencer tout de suite à apprendre à vos chiens à se rediriger vers vous, à être capable de vous accorder de l'attention lors de la promenade. Comment venir créer un engagement avec votre chien alors qu'il est en position au pied? Donc, quand vous allez marcher avec votre chien, il faut qu'il soit capable de venir s'engager, venir chercher sa sécurité, venir créer un point de redirection. C'est ça qu'on va aller créer présentement. Je vais aller créer un point de redirection. Je veux que mon chien, quand il se sent pas confortable, qu'il voit quelque chose qui est prêt, soit capable de venir se rediriger vers moi. Je veux qu'il vienne chercher sa sécurité vers moi. OK? Donc, pour faire ça, réellement, ce que je vais avoir besoin, ça va être de nourriture pour venir m'aider à le leurrer. Donc, encore une fois, peu importe de quel côté vous marchez votre chien, il faut juste trouver une méthode avec laquelle vous êtes à l'aise de vous promener avec votre chien. Donc, pour ma part, moi, je suis droitière, donc je vais nourrir avec ma main droite, je vais venir créer mon point de focus avec ma main droite, mais je vais venir ma laisse dans ma main gauche. Pas de panique, votre chien n'est pas censé tirer en laisse de toute façon. On va venir voir des exercices par la suite pour la marche en laisse. Donc, étape numéro 1, je me mets dans la nourriture que je vais venir casser un petit bout pour pouvoir le pratiquer à répétition et la main fermée. OK? Donc, mon point de focus, ça va être où, étant donné qu'il est en position au pied. Quand il regarde ma main à l'épaule, il voit en arrière mon visage. C'est ça que je veux qu'il apprenne à regarder. Donc, dès qu'il regarde là, et je le récompense. Tout de suite, du monde, j'en ai un autre, dans ma main. Comme ma main est fermée, il est déjà habitué de ne pas voir ma nourriture. Donc, vraiment, juste travailler du focus sur votre chien, c'est pas super, c'est pas en position statique, donc il a tendance à bouger un petit peu partout. Pas de panique, on prend le temps, on le repositionne et on recommence tout simplement. Donc, en fait, ce qui se passe dans ce vidéo aussi, c'est que vraiment le point de focus se produit au niveau de l'épaule. Donc, que ce soit du côté opposé ou du même côté, ce qu'on veut, c'est positionner notre main au niveau de l'épaule parce que la façon que notre chien nous regarde, en arrière de notre main, en regardant notre main, tu vois, c'est notre visage. C'est là qu'on veut y apprendre à venir regarder. Donc, regarde au niveau de mon visage. Donc, le troisième exercice que je veux vous montrer aujourd'hui, ça va être la marche et du focus. Donc, comment créer un engagement de la part de notre chien quand on marche. Donc, vous allez voir ça juste ici. Dans les deux vidéos, il y en a un qui va parler un petit peu plus de la base, comment on commence à ancrer ce comportement-là. Et dans le second, ça va montrer un petit peu plus comment on vient éliminer notre point de focus, donc la main au niveau de l'épaule. Marche en laisse avec du focus. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est encore une fois partir avec un chien qui est en position au pied, bien engagé. Si mon chien n'est pas capable d'être engagé en position au pied, vous ne serez pas capable d'avoir un chien engagé pendant qu'il marche. Donc, commencez vraiment par avoir votre chien qui est engagé. On se met une poignée de nourriture dans la main. On vient travailler un engagement du chien. Quand votre chien est bien concentré, donc c'est comme ça, il est très focus, à ce moment-là, vous pouvez commencer à marcher avec votre chien. Donc, au pied, jambe gauche, garde. Mon chien continue à garder son engagement, je le récompense. À chaque fois qu'il se détourne de tout ce qu'il y a dans l'environnement pour me regarder, je vais le récompenser. OK? Je veux vraiment y apprendre à venir garder son focus, même si ma main n'est pas nécessairement à l'épaule. Éventuellement, vous allez être capable.
votre chien commence à être vraiment super bon avec la marche au pied et le focus. Vous allez pouvoir commencer à éliminer la petite main qui vient à l'épaule. Parce qu'à un moment donné, on veut qu'il soit capable de nous donner sans avoir toujours l'effet de je tiens ma main sur mon épaule pour dégager leur chien un petit peu plus librement. OK? Donc, une fois que votre commande est bien acquise, tu comprends bien que de regarder votre main, c'est très intéressant. Mais on vient bien l'idée qu'elle est regardée au niveau du visage. Et bien compris que c'était là aussi que c'était pertinent de regarder. Donc, pour ce faire, on va commencer d'abord par avoir notre main. Puis, ça va aller dans la marche. Puis, on va commencer à enlever notre main et attendre qu'il nous regarde dans le visage. OK? Je pars avec un chien concentré. Je vais récompenser plusieurs fois pour son bon focus et j'enlève ma main. Dès qu'il me regarde, mon marqueur, je récompense. On continue. Good job! Plus ça va aller, plus votre chien va commencer vraiment à comprendre les produits et va commencer à avoir des focus de plus en plus constants. Donc, c'était pour la marche avec du focus. On va passer à l'exercice numéro 4, qui est mon dernier exercice que je voulais vous montrer. Donc, juste ici, c'est super important de retenir que cet exercice-là, il ne doit pas être fait avec les chiots qui sont anxieux, les chiens qui sont peureux. OK? Donc, chiot, chien, peu importe. Un chien qui est craintif, qui est peureux, de prime abord, je ne ferai pas cette technique-là. Je vais l'utiliser avec les chiens qui n'ont pas d'intérêt pour la nourriture, tout simplement à l'extérieur. Mon berger allemand n'avait pas d'intérêt pour la nourriture quand j'ai commencé à l'entraîner. Donc, quand il était tout petit, il y a toujours eu plus d'intérêt pour la balle. Donc, vous allez voir que dans la vidéo, j'ai une balle dans ma pochette et que ça va être vraiment son ultime récompense à la fin parce que c'est vraiment ça qu'il voulait. Donc, je vous laisse regarder ça. Juste faire attention à ne pas l'utiliser avec un chien qui est vraiment peureux parce que vous allez le traumatiser plus que d'autres choses. Donc, pour les chiens qui ont de la difficulté à vraiment venir se concentrer sur nous quand on se promène en marche, vous pouvez effectuer des changements de direction. Ou pour le chien qui sait qu'un coup qu'il a fait son focus, il peut repartir en avant puis il recommence à tirer. Des fois, ça peut être un peu long. Des fois, ça peut être un peu décourageant quand on travaille. J'arrête de marcher tant qu'il y a une tension, il relâche la tension, j'avance. C'est vraiment un exercice optimal. Mais vous pouvez aussi mixer avec des changements de direction. OK? Donc, si je viens faire des changements de direction, c'est que je viens vraiment obliger le chien à s'engager avec moi, à m'accorder de l'attention. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une poignée de nourriture pour pouvoir le récompenser quand ça va bien. Et je sais que quand je vais commencer à marcher, il va avoir tendance à aller vers l'avant, à tirer, par exemple. Je vais venir juste passer mon pied devant et venir faire un 180 vers lui. Donc, alors, très important, directement dans le va se passer. Et derrière, on passe. Donc, on fait souvent, on priorise les changements de direction devant le chien. Je peux m'amuser, gauche, à droite, on en fait à gauche. On en fait plusieurs autres, que ce soit à droite, à gauche. Ce que ça fait, c'est que vous commencez à avoir un chien qui commence à vraiment un petit peu plus se concentrer sur vous parce qu'il dit « Oh mon Dieu, mon cerveau, là, je sais plus, là, à gauche, à droite. » Il commence à être un petit peu plus mélangé. Et on vient aussi maximiser notre entraînement en lui montrant que « Hey, c'est ça que je voulais que tu fasses. Hey, c'est ça. Exactement. Yes, quand tu me regardes comme ça, je te récompense. » On fait un beau petit circuit, beaucoup de changements de direction, ça va bien, on est dynamique, on encourage notre chien. Par la suite, on peut lui donner son récompense ultime. Dans mon cas, c'était sa base. Avez-vous vu que mon chien a quand même mangé les récompenses que j'ai données? Parce que j'essaie d'être dynamique, j'essaie de changer souvent de direction, je veux l'avoir avec moi. Puis, même s'il n'en veut pas de la bouffe, il va la manger quand même, puis je vais le renforcer, puis je vais y parler, je vais vraiment lui montrer que hey, c'est ça que je veux que tu fasses, je veux que tu te connectes avec moi. Puis plus je vais lui montrer ce que je veux, plus il va être capable de le reproduire. C'est vraiment d'avoir une communication claire avec vos chiens. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé votre atelier.
Donc, si vous voulez en savoir plus sur nos autres formations en ligne qui existent, vous pouvez toujours aller sur notre site web. Il y a l'onglet soit boutique en ligne, où vous allez tous les retrouver en promotion ou avec les promotions actives s'il y a lieu. Sinon, il y a toujours l'onglet formation aussi qui est affiché sur notre site web où vous allez tous pouvoir retrouver nos formations, donc nos ateliers, nos cours en ligne interactifs et tout ça. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux et celles qui étaient à l'événement, on a du pif et des griffes, deuxième événement virtuel. Vous pouvez directement marquer vos questions en commentaire, comme ça je vais pouvoir aller y répondre. Donc, pour tous les autres, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.